Donc, aujourd'hui, on a Louis-Éric Trudeau. On se disait ça fait presque 25 ans qu'il est à l'Université de Montréal. Il travaille dans des sujets qui sont connexes à plein de gens ici au département. C'est la première fois qu'il vient de présenter au département, alors on est bien excités. Merci d'être là. Je vais vous faire une courte bio de Dr. Trudeau avant de lui céder la parole. Donc, il est professeur ici, professeur titulaire au département de pharmaco-physio, puis au département de neurosciences à la faculté de médecine. Il est aussi directeur du groupe de recherche sur la signalisation neuronale et la circuiterie, le SNC, ici à l'Université de Montréal. Il a été recruté à l'Université de Montréal en 1997. Il a fait un bac en psycho à l'Université de Concordia, DEA, donc un diplôme d'études approfondies, à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris. Ensuite, un PhD en neurosciences à l'UDM, puis un postdoc à Iowa State University aux États-Unis. Le laboratoire qu'il dirige est formé d'une dizaine de jeunes chercheurs qui s'intéressent globalement aux mécanismes élémentaires de la neurotransmission dans le système dopaminergique et à la dysfonction neuronale dans la maladie de Parkinson. Donc, il peut y avoir des liens aussi avec d'autres conférences qu'on a vues, ça va être intéressant. Et il est auteur aussi de plus de 120 articles. Donc, c'est un chercheur très prolifique et on est chanceux de l'avoir parmi nous. Donc, je vais vous donner tout de suite la parole. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir. On connaît quand même quelques-uns d'entre vous, mais effectivement, comme mentionné, ça ne m'est jamais arrivé l'occasion de jamais présenter, de venir présenter ici. Il y a certaines des choses que je fais qui sont plus cellulaires, moléculaires, peut-être qui vous intéressent moins. Aujourd'hui, je vais essayer de quand même vous donner un aperçu un petit peu plus global de ce que je fais pour que vous voyez un petit peu les directions générales de notre recherche et la pertinence peut-être de certaines de ces thématiques pour vos propres intérêts. Dans mon labo, donc, il y a plusieurs membres qui sont mentionnés ici. Il y a des postdocs et des étudiants des études supérieures, des assistants de recherche. Et tous ensemble, on s'intéresse à cette question générale. Comment fonctionnent les neurones à dopamine dans notre cerveau? Comment ça fonctionne, leur sécrétion de neurotransmetteurs? Comment ils se connectent avec d'autres cellules dans notre cerveau? Comment ils établissent des circuits? Et puis, à quoi ils servent globalement? Au point de vue fonctionnel, bien qu'on fait quand même moins de fonctionnel que de mécanistique dans notre recherche. Alors, pour vous donner un petit aperçu de comment j'en suis venu à travailler sur quoi je travaille maintenant, je vous donne un petit aperçu plus précis de mon parcours. Donc, j'ai fait un bac en psycho, tel que mentionné. Avant ça, j'avais fait mon cégep en sciences de la santé. Puis j'avais eu un très bon prof, je me rappelle de lui, qui s'appelait Desjardins, puis qui était un très bon enseignant, un cours de psycho, justement. Puis c'est lui qui m'avait comme donné un peu l'intérêt par ses cours à étudier les mystères du cerveau. Et il avait même arrangé pour moi une visite de laboratoire à Concordia. Puis j'avais rencontré des gens là, au CSBN, au Center for Studies on Behavioral Neurobiology. Donc, il y avait tout un groupe de gens qui, encore aujourd'hui, qui s'intéressent à la neurotransmission et à l'action des drogues sur le cerveau, notamment. Plein d'autres questions. Et donc, j'ai eu la chance, par la suite, d'être admis dans cette université. J'ai fait partie d'un programme aussi spécial qui s'appelle le Collège des sciences, qui m'a permis de faire des stages de recherche à chacune de mes années de mon bac. Ça m'a donné l'occasion d'échantillonner un petit peu la recherche dans différents domaines où j'ai étudié, par exemple, le comportement d'oiseaux, j'ai étudié l'action de l'alcool sur le cerveau des rongeurs. Et ça, c'était mon premier aperçu, justement, du système dopaminergique. À l'époque, il y avait aussi un chercheur là, qui s'appelait Roy Wise, que vous connaissez peut-être, qui est un des pionniers d'associer la dopamine dans le cerveau à la récompense. Donc, ça a été un des premiers à proposer cette théorie. Et donc, cette période à Concordia a certainement consolidé mon intérêt pour le cerveau, mais en même temps, j'ai réalisé que moi, ce qui m'intéresse plus, c'est ce qui se passe dans la boîte noire. Donc, dans beaucoup des cours de psycho que j'avais, le cerveau, c'était la boîte noire, il y avait des entrées et des sorties. Puis, moi, j'étais plus intéressé à ce qui se passait dans la boîte noire. C'est pour ça que j'ai décidé par la suite de continuer ma formation en neurosciences. Et je suis allé à Paris pour une maîtrise, ça s'appelait un DEA à l'époque. J'ai travaillé là-bas avec des chercheurs qui travaillent sur la circuiterie dans le cerveau d'un invertébré marin qui s'appelle l'apisie. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cet animal. Ça ressemble à un gros escargot sans coquille. Ça vit dans la mer.
Et j'ai travaillé donc avec le système nerveux de la PLISI, avec des techniques d'électrophysiologie pour mieux comprendre le fonctionnement des synapses. Et j'ai continué là-dessus durant mon doctorat quand je suis revenu à Montréal. J'ai travaillé avec Vincent Castellucci, qui était un des chercheurs qui a travaillé, qui a contribué avec Eric Kandel à populariser la PLISI comme un modèle pour étudier la plasticité synaptique et son implication dans l'apprentissage. Donc, j'ai travaillé sur des circuits simples associés à des réflexes, donc des petits comportements simples. On essayait d'expliquer comment on peut expliquer des apprentissages simples, comme par exemple l'habituation, la sensibilisation, par des changements de force synaptique. Donc, j'ai fait ma formation avec ce genre de système-là basé sur l'utilisation d'approches électrophysiologiques pour comprendre les relations entre les circuits neuronaux et l'apprentissage. Quand j'ai fait mon postdoc ensuite aux États-Unis, j'ai continué à étudier la plasticité synaptique. J'ai travaillé chez le rongeur, chez le rat et dans l'hippocampe, une structure qui a été beaucoup étudiée aussi pour la facilité à étudier les liens entre la plasticité synaptique et la mémoire. Mais mon intérêt à ce moment-là, c'est plus raffiné sur la fonction de la synapse, comment les neurotransmetteurs sont libérés, comment on peut contrôler la sécrétion des neurotransmetteurs par toutes sortes de voies de signalisation intracellulaires, par des récepteurs membranaires. Et donc, mon intérêt vraiment s'est cristallisé autour de comprendre la neurotransmission dans le système nerveux. Et quand je suis revenu à Montréal pour mon premier poste comme professeur en 1997, j'ai décidé que je voulais établir un laboratoire de recherche sur la neurotransmission, mais en retournant vers certains des sujets que j'avais explorés durant mon passage à Concordia, notamment avec la dopamine. Et j'ai réalisé qu'il y avait peut-être un filon intéressant à exploiter là parce que les neurones à dopamine, comme les autres neurones, établissent des connexions, mais à plusieurs égards, ils sont différents des autres neurones plus abondants dans notre cerveau, comme les neurones à glutamate, les neurones qui utilisent le GABA comme neurotransmetteur. Alors, j'ai établi mon laboratoire en 1997 au département de pharmacologie et j'avais aussi un laboratoire au début de ma carrière au centre de recherche Fernand-Seguin, le centre de recherche de Louis H. Lafontaine en psychiatrie. Donc, j'étais ambitieux, j'avais comme 2 labos en même temps, puis j'ai réalisé après quelques années que c'était peut-être trop ambitieux, puis j'ai éventuellement consolidé toutes mes activités sur le campus de l'Université de Montréal. Donc, dans mon laboratoire, présentement, on s'intéresse à plusieurs questions qui tournent autour de comment fonctionnent les neurones à dopamine et comment ils peuvent être dysfonctionnels dans certaines maladies, plus particulièrement la maladie de Parkinson. Mais au début de ma carrière, je me suis aussi intéressé brièvement à la schizophrénie, jusqu'à ça ne m'a pas pris de temps à réaliser que c'est une question beaucoup trop complexe pour moi et je suis cantonné plus sur la maladie de Parkinson parce que, comme vous le savez, si vous connaissez un petit peu des choses sur la schizophrénie, c'est clairement une maladie du cerveau, c'est clairement une maladie de défaut de circuiterie, mais c'est tellement complexe qu'aujourd'hui, on a pratiquement aucun traitement sérieux de la schizophrénie. On a des molécules qu'on utilise depuis les années 40, 50, qui ne font que bloquer certains récepteurs de la dopamine avec des effets assez mitigés qui diminuent les symptômes. On ne connaît pas la schizophrénie, même si on peut suspecter qu'il y a des défauts de dopamine dans cette maladie. Peut-être qu'un jour, j'y retournerai, mais pour l'instant, je focus mes intérêts plus sur la maladie de Parkinson, une maladie qui est aussi associée à des défauts dans la signalisation dopaminergique. Alors, dans mon équipe, on travaille sur plusieurs questions. Il y en a certaines qui sont mentionnées ici. On s'intéresse notamment à comment les neurones à dopamine se connectent avec les autres cellules, comment ils développent leurs axones, comment ils établissent des terminaisons axonales qui sont en grande majorité non synaptiques. Je vais y revenir brièvement. Comment ça se fait que ces neurones-là libèrent de la dopamine, non seulement à partir de leur terminaison axonale, mais aussi à partir de leur corps cellulaire et de leur dendrite? Comment ça se fait qu'ils libèrent des neurotransmetteurs autres que la dopamine, en plus de la dopamine? Ça ne veut peut-être pas ça. Les neurones à dopamine libèrent aussi du glutamate, ils libèrent du GABA, ils libèrent des neuropeptides. Donc, leur signalisation est assez complexe. Donc, dans mon labo, depuis une vingtaine d'années, on a été parmi ceux qui ont démontré cette capacité de co-transmission dans les neurones dopaminergiques, la capacité de libérer d'autres neurotransmetteurs. Et maintenant, il y a beaucoup d'autres équipes qui travaillent sur cette question-là. Et on s'intéresse sinon à pourquoi dans la maladie de Parkinson, il y a beaucoup de neurones à dopamine qui dégénèrent. Donc, dans cette maladie, clairement, il y a des problèmes multiples, notamment des problèmes moteurs qui découlent de la dégénérescence de certains neurones dopaminergiques, ceux de la substance noire. On essaie de comprendre pourquoi les neurones à dopamine sont particulièrement vulnérables. On aimerait comprendre les mécanismes qui mènent à leur mort. On a beaucoup de projets en cours présentement sur le rôle de l'immunité, le système immunitaire et l'inflammation. Je n'en parlerai pas aujourd'hui.
mais on a beaucoup de travail, beaucoup de travaux en cours là-dessus. Et on essaie aussi de trouver des stratégies pour protéger les neurones dopaminergiques, les empêcher de dégénérer, notamment en essayant d'améliorer la fonction de leurs mitochondries, les petits organites intracellulaires qui sont impliqués dans la formation d'énergie par nos cellules. Oui, ben, il ne peut pas vraiment s'ouvrir plus. C'est bon. Est-ce qu'on me voit à travers la caméra là ou à travers la caméra de mon ordinateur? OK, c'est bon. Oui, OK. Parce que là, ça va. Okay, parfait. Je Donc, je suis sur plusieurs. Alors voilà. Je vais revenir maintenant de façon plus globale à des questions peut-être qui pourraient vous intéresser un peu plus, d'où le titre de ma présentation. À quoi ça sert finalement la dopamine? C'est un neurotransmetteur, mais à quoi il sert au niveau fonctionnel? Vous en avez sûrement déjà entendu parler pour ce qui est des étudiants dans vos cours, comme un neurotransmetteur qui est impliqué dans des choses comme le mouvement, la motivation. C'est effectivement le cas. Quand on fait du ski, on a des mouvements fluides quand on marche, quand on fait plein de choses. Donc, quand on fait juste marcher dans le corridor, c'est une séquence de commandes motrices, mais la fluidité de tout ça, l'initiation du mouvement, c'est quelque chose clairement qui est influencé par la dopamine. Quand on manque de dopamine, on a des problèmes de mouvement, comme on le voit dans la maladie de Parkinson. La dopamine est aussi clairement impliquée dans la motivation, dans différents comportements motivés, dans notre capacité, dans notre motivation à acquérir de la nourriture, des partenaires sexuels, donc des choses qui sont nécessaires pour notre survie et pour transmettre nos gènes. Le système dopaminergique, clairement, est important pour ça. On pense que c'est un système aussi qui est important pour planifier, pour accumuler des ressources. Donc, ça aussi, c'est important pour notre survie. Le système dopaminergique est impliqué aussi dans la motivation et dans la planification pour obtenir des ressources. Si on avait à définir le rôle de la dopamine globalement, on pourrait dire ça, c'est un système qui nous sert à obtenir des ressources. Et justement, il y a un livre très intéressant qui a été publié, je pense qu'il y a peut-être 2 ans. Ce livre-là, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, The Molecule of More. C'est un livre qui a été écrit par un psychiatre, je pense, Lieberman, puis un journaliste scientifique. Et ils ont fait une belle job de résumer d'une façon assez vulgarisée à quoi ça sert la dopamine. Puis pourquoi c'est si important, comme il mentionne ici, c'est une molécule qui va peut-être déterminer le futur de la race humaine. En ce sens qu'on n'est justement pas très bon à planifier le futur. Ça, c'est une limite de notre cerveau. Donc, la dopamine et ces circuits-là sont importants pour notre survie personnelle. On veut accumuler des ressources et justement, on exploite peut-être un peu trop les ressources de la planète à cause de ça, entre autres, notre propension à aller chercher plus de ressources pour nous-mêmes, pour notre famille. Alors, si cette question-là vous intéresse, je vous encourage à lire ce très beau livre. Sinon, donc, le système dopaminergique, qu'est-ce que ça veut dire au point de vue structurel dans notre cerveau? Vous avez peut-être entendu parler du fait que c'est un système de neurotransmission qu'on peut appeler aussi un système neuromodulateur, en ce sens que c'est un petit groupe de neurones qui est localisé pour la plupart dans le mésencéphale, ici à la base du cerveau, dans des structures qu'on appelle la substance noire, substantia nigra, et l'aire tegmentaire ventrale. Et donc, ces neurones-là sont localisés ici dans le mésencéphale, sont peu nombreux. Donc, chez le rongeur, quelques dizaines de milliers de neurones, chez l'humain, quelques centaines de milliers de neurones. Et ces neurones-là, par contre, même s'ils sont localisés à un endroit très limité dans le cerveau, ils envoient des axones, tels que schématisés par les lignes bleues, à beaucoup d'endroits. Ici, dans les ganglions de la base, dans le caudé, dans le putamen, des circuits qui sont très importants pour la motricité, la plasticité des comportements moteurs, la fluidité des mouvements, mais aussi au niveau du cortex préfrontal et dans beaucoup d'autres endroits où il semble être impliqué, ces projections-là, dans la régulation de nombreux aspects de la circuiterie et de l'apprentissage. Alors, ces neurones sont peu nombreux, mais ils ont un travail très important à faire puisqu'ils envoient des axones très largement et ils influencent le fonctionnement de très nombreux circuits dans notre cerveau. Et ce sont des neurones qui sont différents des autres neurones. Ils sont un petit peu comme les neurones à sérotonine ou les neurones noradrénergiques dans notre cerveau, des neurones qu'on appelle modulateurs. On les appelle comme ça parce que leur rôle principal, ce n'est pas tellement d'envoyer des signaux rapides, c'est d'envoyer des signaux qui sont un petit peu plus lents. Quand je dis lent,
je parle dans la centaine de millisecondes plutôt que dans la milliseconde, comme le glutamate et le GABA qui envoient des signaux extrêmement rapides puisqu'ils influencent des récepteurs qui sont des canaux ioniques qui vont s'ouvrir dans la milliseconde lorsque le neurotransmetteur s'attache au récepteur. Dans le cas de la dopamine, de la sérotonine, de la norépinéphrine, ce sont des messagers chimiques qui interagissent avec des récepteurs qu'on appelle métabotropes, des récepteurs qui ne sont pas des canaux, mais qui sont couplés à des voies de signalisation intracellulaires dans nos cellules. Et juste à cause de ça, ça fait que leur signalisation est plus lente. Ce sont des récepteurs moins rapides. Donc, les signaux qui passent par la dopamine, par la sérotonine, par la norépinéphrine, ce sont des signaux plus lents qui ont tendance à plutôt réguler le fonctionnement des circuits plus rapides dans notre cerveau. Ils appellent pour ça des systèmes neuromodulateurs. Ces systèmes-là, ils ont des particularités, des caractéristiques distinctives. Les neurones à dopamine, notamment, sont des neurones à projection de longue distance, donc ils envoient leurs axones très loin de leur corps cellulaire et ils font vraiment beaucoup de terminaisons. Ça, c'est vraiment une caractéristique, moi, qui me fascine. Un neurone dopaminergique de la substance noire dans le cerveau humain fait probablement quelque chose comme 1,5 million de terminaisons axonales. Ça, c'est les sites de libération de dopamine. C'est énorme. Alors, imaginez un arbre qui aurait 1 million de branches. Ça prendrait beaucoup de sève pour alimenter tout ça et maintenir les feuilles en bon état. Ben, les neurones à dopamine, ça, c'est clairement leur défi. Puisqu'ils ont des millions de terminaisons axonales, ils ont certainement besoin de produire beaucoup plus d'énergie que la plupart des autres neurones dans notre cerveau. Les autres neurones glutamatergiques, GABAergiques dans notre cerveau, ils ont peut-être en général quelque chose comme quelques centaines ou au mieux quelques milliers de terminaisons axonales. Donc, c'est d'un ordre de grandeur, vraiment, une autre échelle ici pour les neurones modulateurs comme les neurones à dopamine. Ils forment beaucoup de terminaisons, ils forment aussi principalement des terminaisons qui sont non synaptiques. Pour la raison que j'ai mentionnée tout à l'heure, ils signalent à travers des récepteurs qui sont moins rapides. Ils n'ont pas nécessairement besoin de libérer le transmetteur juste en face des sites de libération. Quand on parle de synapses, peut-être que vous avez déjà vu, comme dans le bas à droite ici de l'image, une illustration en microscopie électronique qui montre une terminaison axonale avec des petites vésicules. Donc, ça, c'est là-dedans que sont contenus les neurotransmetteurs comme la dopamine. Et quand on parle de synapses, on parle de terminaisons axonales qui vont libérer leurs neurotransmetteurs face à une cellule, une dendrite, par exemple, qui contient les récepteurs pour ce neurotransmetteur. Et la synapse, finalement, c'est la position entre l'élément pré- et post-synaptique. Les neurones à dopamine en font des terminaisons comme ça, mais une minorité, parce que la majorité de leurs terminaisons, ce sont plutôt des terminaisons qui sont sans partenaire post-synaptique. C'est pour ça qu'on les appelle les terminaisons non synaptiques. Ça veut dire qu'ils vont libérer leurs neurotransmetteurs un peu comme une hormone, finalement. La dopamine est libérée, elle va diffuser, elle va venir agir à distance, quelques centaines de microns plus loin, sur des récepteurs de dopamine qui sont localisés sur différentes cellules dans les autres circuits. Alors ça, c'est le défi principal des neurones à dopamine, agir sur une grande distance, libérer des transmetteurs un peu comme une hormone, libérer également d'autres neurotransmetteurs. Et là, on connaît encore très peu sur le rôle réel de cette co-libération des autres neurotransmetteurs. Ça vous montre qu'encore aujourd'hui, en 2023, pour un système de neurotransmission qui est si important dans notre cerveau, on connaît encore assez peu, finalement, sur comment il fait juste fonctionner normalement. Alors, imaginez si on va expliquer la schizophrénie. C'est très difficile d'imaginer comment une maladie peut survenir si on ne comprend pas les systèmes de neurotransmission à la base de ces symptômes qui sont dans leur fonctionnement normal. Les neurones à dopamine libèrent en plus de la dopamine à partir de leur dendrite. Donc, le schéma qui ici représente de façon schématique donc un neurone dopaminergique avec son corps cellulaire, les dendrites ici qui sont plus larges, et puis tout le reste ici, c'est les axones et les terminaisons axonales. C'est un schéma qu'on a dessiné, mais ça représente un peu, ça vous donne une idée de l'ordre de grandeur. Les neurones à dopamine ont très peu de dendrites, mais ils ont beaucoup, beaucoup de branches axonales et de terminaisons. Mais ils libèrent de la dopamine un petit peu partout. Et ça aussi, on ne sait pas trop pourquoi. Dans certains de nos travaux en cours, on étudie les mécanismes moléculaires de cette sécrétion de dopamine ici au niveau somatique et dendritique. On aimerait comprendre les mécanismes moléculaires pour éventuellement comprendre à quoi ça sert dans le cerveau normal aussi et dans les maladies. Finalement, ce sont des neurones qui sont des pacemakers, ça veut dire qu'ils déchargent de façon continuelle, un peu comme notre cœur qui va tout le temps faire des potentiels d'action pour nous maintenir en vie. Les neurones à dopamine aussi, ils ont un rôle vital à jouer, puis ils sont tout le temps actifs de façon spontanée à une fréquence d'à peu près 4 à 6 Hertz, 4 à 6 potentiels d'action par seconde, tout le temps. Mais quand il y a des choses importantes qui se produisent, ils augmentent leur taux de décharge.
Le système dopaminergique, clairement, est important pour le mouvement. Je l'ai mentionné tout à l'heure. On le sait parce que dans la maladie de Parkinson, ça commence à faire longtemps, depuis les années 60, maintenant qu'on sait qu'il y a une dégénérescence, il y a une perte de dopamine dans le cerveau. Si on fait une imagerie cérébrale en TEP avec un traceur qui nous permet de visualiser le système dopaminergique et les terminaisons des neurones dopaminergiques dans le caudé et dans le putamen, c'est le signal que vous voyez en blanc ici, eh bien, on voit que par rapport à un sujet qui est sain, un sujet atteint de maladie de Parkinson a clairement beaucoup moins de signal. On voit qu'il y a moins de blanc, il y a plus de rouge, de jaune. Et donc, un sujet ici qui a la maladie de Parkinson depuis 5 ans, donc au début de la maladie encore, on voit qu'il y a une perte énorme ici de signal dopaminergique, donc de terminaison dopaminergique dans le cerveau. On sait qu'à cette étape-là de la maladie, le patient est atteint de nombreux symptômes moteurs. Je vais vous montrer une petite vidéo d'ailleurs qui les démontre. Et c'est clair qu'il y a une relation entre la perte de ce système dopaminergique dans le cerveau et les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson. Mais il n'y a pas seulement le système dopaminergique qui est affecté dans la maladie de Parkinson. Vous avez sûrement déjà entendu plusieurs fois ce lien entre dopamine et Parkinson, mais récemment, on a publié une revue de la littérature avec deux de mes étudiants. On a regardé plus globalement la littérature chez l'humain en termes d'anatomie, qu'est-ce qui avait été publié par des études pathologiques de gens qui étaient décédés de la maladie de Parkinson. Puis on a évalué finalement quelle était la qualité des données pour la perte des neurones dans différentes régions du cerveau. Puis on se rend compte que finalement, pratiquement tout le monde a focusé son attention sur, dans le mésencéphale, l'endroit ici où on retrouve les neurones dopaminergiques de la substance noire. Clairement, là, il y a une perte de neurones. Mais il y a de nombreux autres neurones qui sont représentés ici en rouge et en jaune, notamment des neurones sérotoninergiques, des neurones cholinergiques, qui sont aussi, probablement aussi atteints dans la maladie de Parkinson et même de façon sévère dans le cas des neurones noradrénergiques. Et donc, pour moi, c'est très illustratif du fait qu'il y a comme un lien général entre les différentes populations de neurones atteintes dans la maladie et le profil de neurones modulateurs, des neurones, comme j'ai mentionné, à longue distance, qui ont beaucoup de terminaisons, qui consomment probablement beaucoup d'énergie. Et on pense qu'il y a un lien là-dedans qui pourrait peut-être expliquer pourquoi ces neurones-là sont plus vulnérables dans la maladie, sont plus à risque de dégénérer. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'il y a un lien entre dopamine et mouvement? C'est assez éloquent quand on regarde un patient atteint de la maladie de Parkinson. Ici, j'ai une petite vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube très facilement, qui montre une personne, un homme ici âgé, qui est atteint de la maladie de Parkinson. Si vous regardez ses mains, la qualité du vidéo n'est peut-être pas très, la résolution n'est pas très élevée, mais vous voyez ses mains qui tremblent. Donc, dans les premières étapes de la maladie, c'est le genre de truc qui est le plus évident et qui amène les gens à consulter. Donc, lui, clairement, ça fait plusieurs années qu'il est atteint. Il y a de la difficulté à initier des mouvements. Il n'arrive pas à initier un mouvement, puis on voit à un moment donné la personne qui met un pied devant lui, comme pour lui indiquer, le dit, mets ton pied par-dessus le mien, puis fais un premier pas. Sinon, le patient a de la difficulté à initier du mouvement et même à se tourner. Il y a plein de choses simples qu'il ne semble pas être capable de faire. Donc, il y a des problèmes moteurs, mais qu'est-ce qui est le problème et qu'est-ce qu'on a perdu quand on a perdu la dopamine? Les séquences motrices chez ces gens-là semblent quand même assez normales. La même personne, quelques minutes plus tard, sur un vélo. Une fois qu'il est monté sur son vélo, il pédale de façon assez fluide. Et on peut le voir qu'il n'y a pas trop de problème à pédaler, à s'orienter, à shifter son poids pour tourner, à tourner sa tête. Donc, on voit, là, il regarde à gauche. La vidéo n'est pas très fluide, mais son comportement est fluide. Et là, il fait le tour d'une voiture, puis il revient. Regardez bien comment il va débarquer de son vélo. C'est bizarre, sur mon ordinateur, c'est très. Il n'y a pas de délai. De dopamine dans la connexion. Ouais. Là, il arrive, puis hop, puis il saute de son vélo d'un seul coup, comme ça. Donc là, ça démontre très bien que quand on perd la dopamine dans le cerveau, on perd la fluidité du mouvement, l'initiation du mouvement. Mais le reste, toute la mécanique de base, les commandes motrices de base, clairement, sont là. Donc, quand on manque de dopamine dans notre noyau caudé putamen, on a des problèmes comme ça d'initiation, de stabilité du mouvement, de la fluidité, mais tout le reste est là. Alors, si on est capable de déclencher ces séquences motrices, le mouvement est rétabli
Et notamment comme ça fonctionne aussi l'implantation d'électrodes en stimulation profonde chez les patients atteints de cette maladie. On peut implanter des électrodes à certains endroits, comme dans le noyau sous-thalamique. Et ces électrodes-là, juste en stimulant le circuit, peuvent rétablir une partie de ces défauts-là chez plusieurs patients. Donc ça, c'est fascinant. Ça nous aide un petit peu à comprendre qu'est-ce que fait la dopamine dans le cerveau. Chez les modèles animaux, chez les animaux comme ceux que j'utilise moi dans ma recherche, les souris ou les rats, si on fait une lésion du système dopaminergique, on voit aussi des problèmes moteurs. Ici, dans l'image, on voit un modèle classique où on injecte dans le cerveau des animaux une toxine qui s'appelle la 6-hydroxydopamine. On injecte ça d'un côté du cerveau et de l'autre côté, donc, le système est intact. Et ici, c'est un marquage immunohistochimique qui nous illustre les terminaisons dopaminergiques dans le striatum, équivalent du caudé et du putamen chez l'humain. Donc, ça, c'est un modèle animal où on impose finalement une dégénérescence. Ce n'est pas une dégénérescence qui arrive avec l'âge comme dans la maladie de Parkinson. On peut juste injecter une toxine. L'animal perd une partie de ses neurones dopaminergiques. Et ensuite, clairement, l'animal a des problèmes. On peut le tester avec toutes sortes de tâches. On le met dans un cylindre. L'animal va avoir tendance à tourner toujours dans le même sens parce que son système dopaminergique est débalancé parce qu'on a fait une lésion juste d'un côté. On peut le mettre sur un appareil comme le rotarod aussi, une tige qui tourne. L'animal a juste besoin de rester en équilibre sur la tige. Toutes sortes de tâches comme ça. Et clairement, quand on a une lésion importante du système dopaminergique, toutes sortes de tâches comme ça deviennent difficiles à faire pour l'animal. Mais ça prend une bonne lésion. Si on fait une lésion où on élimine à peu près 20, 30, 40, 50 des neurones dopaminergiques, l'animal n'a aucun problème. Et les humains, quand ils arrivent en clinique, quelqu'un atteint de la maladie de Parkinson, qui vient voir un neurologue pour la première fois, qui se plaint de certains symptômes moteurs mineurs, comme des tremblements qui sont apparus, cette personne-là, ça fait probablement 20 ans que son système dopaminergique dégénère. Et quand il arrive en clinique, il a peut-être perdu déjà 60 à 70 de sa dopamine dans son caudé putamen. Ça veut dire que juste avec un minimum de dopamine, déjà, on peut fonctionner quand même assez longtemps. Et quand on donne un traitement, comme la L-Dopa, qui permet de synthétiser plus de dopamine dans notre cerveau, on réussit à remonter au-dessus de la barre, puis d'avoir assez de dopamine pour retrouver la fluidité du mouvement. Donc, ça vous trace un portrait où on voit le lien clair entre dopamine et mouvement, motricité en général. Ça, c'était le focus de beaucoup de la recherche sur la dopamine depuis longtemps. Mais pour moi, comme neurobiologiste, ce genre de contexte pathologique-là stimule plus des questions fondamentales, à savoir comment fonctionnent les neurones à dopamine, comment ça se fait qu'ils dégénèrent dans la maladie de Parkinson. Moi, c'est ce que j'aimerais pouvoir, c'est le genre de questions à laquelle j'aimerais pouvoir répondre. Alors, pour ça, j'ai besoin de répondre à des questions plus élémentaires, comme comment les neurones à dopamine se connectent avec les cellules cibles, comment ils libèrent la dopamine et les autres neurotransmetteurs, à quoi ça sert finalement cette sécrétion de dopamine, comment ça influence les circuits dans le cerveau. Alors aujourd'hui, dans le reste de ma présentation, je vais vous présenter deux exemples de travaux en cours, sans aller dans les détails, mais deux exemples de travaux en cours qui vous montrent un peu comment certaines études qu'on fait sur juste comprendre le fonctionnement de base de ces neurones-là, ça nous amène à se poser des questions et à découvrir des choses intéressantes sur à quoi ils servent ces neurones-là et comment on pourrait expliquer leur dégénérescence dans des maladies comme la maladie de Parkinson. J'aimerais justement comprendre pourquoi ils sont particulièrement vulnérables et les travaux qu'on a fait depuis quelques années ont mené justement à une nouvelle hypothèse sur la vulnérabilité sélective des neurones dopaminergiques en partant de découvertes plutôt fondamentales sur leur connectivité. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a des liens entre la connectivité et la vulnérabilité? J'ai déjà fait allusion, c'est l'idée, quand je décrivais tout à l'heure les propriétés distinctives de ces neurones, c'est l'idée que ces neurones-là ont beaucoup d'axones, beaucoup de sites de libération de dopamine, 1,5 million, comme je le mentionnais tout à l'heure. Alors, chacune de ces terminaisons axonales-là contient des paquets de vésicules avec la dopamine, contient toutes sortes de protéines, des canaux ioniques, des enzymes, des récepteurs. Tout ça doit être livré à partir du corps cellulaire, synthétisé ici, le noyau de la cellule est là, la machinerie de synthèse des protéines est là principalement, et tout ça doit être ensuite envoyé par des chemins de fer un peu tout le long de ces axones, des moteurs qui consomment de l'énergie sous forme d'ATP. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, d'ATP, qui est dans toutes nos cellules. C'est une molécule énergétique qui est absolument essentielle pour le fonctionnement de toutes nos cellules. Et dans le cerveau, c'est là qu'on en consomme le plus. Nos neurones ont besoin de beaucoup d'ATP.
C'est pour ça que quand on a un accident vasculaire cérébral, si on a un défaut d'alimentation sanguine dans notre cerveau, il manque de sang à un endroit, tout de suite, il manque d'oxygène et il va ensuite manquer d'ATP. Et nos neurones vont mourir dans les minutes qui suivent. Alors, nos neurones sont très, très, très sensibles à des perturbations de leur énergétique, de leur bioénergétique. Alors, notre hypothèse, elle découle de cette idée-là. Donc, les neurones dopaminergiques ont beaucoup, beaucoup de terminaisons, ont probablement besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont plus vulnérables dans la maladie de Parkinson. Quand on étudie les neurones dopaminergiques dans mon laboratoire, dans beaucoup d'études, on va faire des cultures cellulaires. On va prélever les neurones dopaminergiques du cerveau des souris. Ensuite, on va les mettre en culture. Puis, on va voir, essentiellement, on étudie les différents aspects de leur connectivité, de leur morphologie, de leur développement. Ici, vous avez un bel exemple d'un neurone dopaminergique qu'on voyait ici en jaune. Et un autre neurone qui est à proximité, qui est un neurone GABAergique. Et ici, on voit en jaune les dendrites du neurone. Et ensuite, on voit un axone qui part ici, qui est en vert. Et c'est le même axone, tout ce que vous voyez en vert partout dans l'image, ça, c'est le même axone qui se promène partout, puis qui fait plein de connexions, plein de sites de libération de dopamine. Donc, ça c'est juste 7 jours après la mise en culture d'un neurone. Ça vous montre que les neurones à dopamine sont des cellules qui ont une capacité incroyable d'établir un axone complexe et des sites de libération, alors que les autres neurones qu'on met en culture dans les mêmes conditions ne font pas ça. Par contre, si on met en culture des neurones sérotoninergiques, des neurones noradrénergiques, des neurones cholinergiques, ils ont tendance à faire la même chose. Donc, on voit qu'in vitro, en culture, on voit un peu la même chose que dans le cerveau intact. Donc, ça nous dit que ça, c'est un profil développemental intrinsèque. Ces cellules-là ont une capacité dans le développement de faire plein de connexions. On peut les sortir du cerveau, ils conservent cette capacité-là en culture. Ça, c'est le genre de choses qu'on commence à étudier de plus en plus présentement dans mon labo. Quel est le mécanisme durant le développement qui mène à ça? Si on est capable éventuellement de contrôler ça, peut-être qu'on va être capable aussi de changer la vulnérabilité de ces neurones-là dans des maladies comme la maladie de Parkinson. Donc ça m'a frappé il y a plusieurs années quand on a commencé à cultiver, il y a plus de 20 ans quand on a commencé à cultiver les neurones dopaminergiques, cette capacité à former autant de terminaisons. Et on s'est rendu compte que ces terminaisons-là, qui étaient principalement non synaptiques, on le voit dans l'image précédente, il y a juste quelques-unes des terminaisons qui sont en interaction avec une autre cellule ici, mais la plupart des autres terminaisons ici sont très, très bien toutes seules dans leur coin, sans aucun partenaire. Donc, ça veut dire qu'ils vont libérer de la dopamine, mais ils n'ont pas besoin d'interagir avec les autres cellules. Donc, il y a juste une petite partie des terminaisons qui vont former des synapses, telles que montré ici dans une micrographie qui provient de Laurent Descaries, un de mes anciens collègues, neuroanatomiste, qui était un des pionniers d'étudier la morphologie des neurones dopaminergiques dans le cerveau des animaux. Il est décédé en 2012, mais c'était un des pionniers. Et puis, lui, il a bien démontré ça. Les neurones à dopamine font une petite quantité de terminaisons comme ça, de type synaptique, avec une synapse clairement visible, ici indiquée par les flèches. Mais ça, c'est seulement 15% à 20% de leurs terminaisons, alors que 80% des terminaisons sont non synaptiques. Donc, dans certains de nos travaux en cours, on essaie d'étudier ça. Comment ça se fait que ces neurones-là forment autant de terminaisons non synaptiques et si peu de synapses, même s'ils forment beaucoup de sites de libération? Et même in vitro, quand on les met en culture, ici, c'est des images qu'on a obtenues avec de la microscopie électronique à balayage. Et on voit un axone dopaminergique qui se promène ici, identifié par les petites flèches jaunes. On en voit une partie ici en plus fort grossissement. Et on voit l'axone. Et chaque petit renflement que vous voyez là, ça, c'est les sites de libération de dopamine. La majorité de ces terminaisons ne sont pas en contact avec d'autres cellules. Ce qui est en dessous, c'est des cellules gliales, mais il n'y a pas d'autres neurones à proximité. Et de temps en temps, on va voir une terminaison qui va faire un contact direct avec une dendrite d'un autre neurone. Mais ça vous montre que ce sont des neurones dont la connectivité est solitaire. Donc, ils ont tendance à libérer, comme je le disais tout à l'heure, un peu comme une hormone, leur neurotransmetteur. Ils n'ont pas tendance à former des contacts avec d'autres cellules. Alors, on a beaucoup de projets en cours présentement où on étudie ça, les mécanismes moléculaires qui sous-tendent cette formation de terminaisons non synaptiques. Puis on étudie aussi le mécanisme de développement de l'axone de ces neurones. Ici, vous voyez un exemple, je vais vous montrer une petite séquence vidéo qui est très jolie, qui vous montre comment un neurone dopaminergique se développe en culture sur juste une vingtaine d'heures, ça va être en accéléré. Donc, vous voyez le corps cellulaire du neurone en haut ici. Et ça, après seulement une journée, 3 jours, ça c'est 3 journées en culture, le neurone a établi un axone ici avec quelques branches. Et là, on va regarder comment ça se développe
pendant 20 heures. Donc, on a un microscope sur lequel on peut mettre ces cellules-là, puis ensuite prendre des images à tous les 2-3 minutes pendant une vingtaine d'heures. Là, vous voyez un peu comment le neurone bouge essentiellement et se développe. On voit des nouvelles branches qui apparaissent. Et vous voyez, aux extrémités des branches, on voit des petits renflements. C'est ce qu'on appelle ça des cônes de croissance. Donc, le neurone, de façon très, très active, continue à étendre ses axones et ses contacts avec d'autres cellules. Et présentement, on est en train d'étudier les mécanismes moléculaires qui sont à la base de ça. Si on comprend ça, on va comprendre beaucoup de choses par rapport aux particularités de ces cellules-là et pourquoi ils sont vulnérables dans des maladies comme la maladie de Parkinson. Et peut-être aussi pourquoi ils ont des défauts de connexion dans des maladies comme la schizophrénie. Donc, notre hypothèse, en quelques mots, elle est résumée ici, c'est l'idée qu'il y a différents types de neurones dans le cerveau et même différents types de neurones dopaminergiques. Ceux qui sont les plus simples au point de vue morphologique sont probablement les plus résilients, ceux qui vont rester le plus longtemps dans notre cerveau au fil du vieillissement. Alors que ceux qui ont le plus de connexions vont probablement avoir tendance à mourir plus avec le vieillissement. Donc, dans la maladie de Parkinson, on voit souvent les symptômes apparaître dans la soixantaine, au début de la soixantaine. Donc, c'est une maladie qui est associée au vieillissement. Il y a des formes génétiques où on voit la maladie apparaître dans la trentaine ou quarantaine, mais c'est plus rare. Mais donc, chacun d'entre nous, avec le vieillissement, notre cerveau certainement change. Et quand on arrive à un âge âgé, c'est certain qu'on a perdu une grande partie de nos neurones dopaminergiques. Pas assez pour devenir parkinsonien, mais pour certaines personnes, on franchit un certain seuil et là, les symptômes apparaissent. Pourquoi? Donc, c'est un problème d'avoir beaucoup de connexions. J'ai mentionné, ça vient probablement avec beaucoup de besoins énergétiques. Donc, nos mitochondries dans nos cellules doivent produire cette énergie. Ils doivent travailler très fort pour produire cette énergie. Et quand on produit beaucoup d'énergie dans les mitochondries, il y a un coût à payer, c'est le stress oxydatif. Vous avez sûrement entendu parler d'antioxydants qui sont des fois vendus comme des molécules miracles qui peuvent ralentir le vieillissement et nous guérir de toutes les maladies. Malheureusement, ça ne marche pas vraiment, à tout le moins les formes qu'on prend en pilule, mais quand on s'alimente bien, on booste la capacité de production d'antioxydants internes dans nos cellules, ça certainement, c'est une bonne chose. Nos cellules ont des mécanismes de défense contre le stress oxydatif, mais les neurones à dopamine, puisqu'ils produisent autant d'énergie, il est probable qu'ils dépassent un certain seuil, ils produisent tellement de stress oxydatif de façon chronique qu'avec le vieillissement, ça vient éventuellement attaquer différentes composantes cellulaires, ce qui mène à la mort des neurones dopaminergiques. Donc ça, c'est notre hypothèse et depuis quelques années, on a commencé à tester cette hypothèse, on a publié quelques articles et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en quelques mots, ce qu'on a montré, c'est que les neurones à dopamine qui sont les plus vulnérables dans la maladie de Parkinson, ceux de la substance noire, ont clairement des axones plus complexes et plus de terminaisons axonales que les autres neurones dopaminergiques, comme ceux de l'aire tegmentaire ventrale qui sont localisés juste à côté dans le mésencéphale, mais qui, eux, sont beaucoup moins affectés dans la maladie de Parkinson. Alors, il y a un lien. Il y a d'autres neurones dopaminergiques ailleurs dans notre cerveau que dans le bulbe olfactif qui, eux, sont beaucoup plus petits et, eux, ne dégénèrent pas dans la maladie de Parkinson. Alors, il y a une corrélation entre la complexité morphologique des neurones et les chances qu'ils dégénèrent dans la maladie de Parkinson. Et on voit qu'on a testé l'hypothèse, qu'est-ce qui arrive si on diminue le développement axonal des neurones dopaminergiques? On a testé ça avec une molécule qui s'appelle la sémaphorine 7A. C'est un facteur de guidage axonal qui est impliqué dans le développement. Et on a montré qu'une application de cette sémaphorine pendant quelques jours est capable de réduire la taille de l'arborisation axonale des neurones dopaminergiques. Et quand on fait ça, on voit que les neurones, premièrement, consomment moins d'énergie si on a une mesure de la consommation d'oxygène par les cellules. On voit que ça diminue. Puis on voit aussi une chose intéressante, c'est que ça les rend plus résilients si on les expose à des neurotoxines, comme le MPP+, ou la roténone. Ce sont des molécules qui vont attaquer les mitochondries. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la roténone parce que ça a été pendant longtemps utilisé comme un pesticide, même encore aujourd'hui, utilisé même dans l'agriculture intensive. Et quand on est exposé comme travailleur agricole à la roténone pendant de nombreuses années, on a plus de chances de développer la maladie de Parkinson parce que ça vient attaquer nos mitochondries. Si on attaque les mitochondries, on attaque la production d'énergie et là, plus de chances que les neurones à dopamine aient des problèmes. Donc, notre hypothèse cadre assez bien avec ce qu'on sait au point de vue génétique, au point de vue environnemental aussi comme déclencheur de la maladie de Parkinson. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur cette partie? Oui, j'en ai aussi.
Dans le fond, les neurones dopaminergiques, ce pas les seuls qui sont comme très diffus, puis avec qui font beaucoup de chemin leur accent. Mais est-ce que c'est les seuls qui ont cette complexité-là, cette grande complexité-là? Parce que sinon, on devrait retrouver un peu le même genre de problème avec les autres neurones. Ouais. Je l'ai mentionné au début, là, quand j'ai présenté une carte du cerveau avec plusieurs régions qui sont peut-être affectées en Parkinson. Puis, il y a des régions comme les neurones noradrénergiques du locus coeruleus. C'est une région aussi qui clairement est affectée tôt dans la maladie de Parkinson. Et récemment, on a publié un papier où on montre in vitro que quand on compare ces différents types de neurones, il y a une certaine ordre de complexité. Donc, les neurones les plus complexes, c'est les neurones de la substance noire, avec juste après les neurones du locus coeruleus. Puis après ça, les neurones sérotoninergiques. Et les neurones sérotoninergiques aussi sont un petit peu moins complexes, mais ils sont affectés clairement dans la maladie de Parkinson. Donc, la séquence de perte des neurones dans le cerveau, ça, on ne le sait pas vraiment, parce qu'il n'y a personne qui a jamais fait ça encore, à prendre des cerveaux humains de gens atteints de la maladie de Parkinson à différents temps, puis de voir à quel moment on perd différents types de neurones. C'est difficile à faire parce que les gens qui sont atteints de la maladie, ils n'ont pas tendance à mourir si jeunes que ça. Ils vont mourir peut-être dans leur autour de 80 ans, un petit peu plus tôt peut-être, mais pas tant que ça. Alors, c'est difficile d'avoir des cerveaux tôt après le début de la maladie. Alors, on a seulement des cerveaux de gens qui, en fin de vie, qui ont leur cerveau, qui ont déjà perdu beaucoup de neurones. On ne sait pas quand on les a perdus. Donc, c'est difficile de faire la corrélation. Mais ça, c'est l'hypothèse qu'on a, qu'il y a un lien entre le niveau de complexité et la perte. Donc, les neurones moins complexes devraient être perdus plus tard. C'est l'idée. C'est exactement la même question. Ah, les grands esprits se rencontrent. Sinon, je vous donne un deuxième petit aperçu pour terminer la présentation de ce qu'on fait. C'est notamment, on se pose des questions, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, sur comment les neurotransmetteurs sont libérés par ces neurones. Et je pense que mieux comprendre les mécanismes élémentaires de la sécrétion de dopamine, ça va nous aider à mieux comprendre à quoi ça sert vraiment la dopamine dans le cerveau. Et quand on perd la dopamine, comment ça peut expliquer différents aspects de maladies du cerveau. J'ai fait allusion tout à l'heure, ces neurones-là sont complexes, libèrent de la dopamine à plusieurs endroits. Évidemment, leur terminaison axonale, c'est l'endroit principal parce que c'est le plus nombreux, mais aussi à partir de leur corps cellulaire et de leurs dendrites. Donc, depuis quelques années, on étudie les mécanismes moléculaires qui sont responsables de la sécrétion de dopamine à ces différents endroits. Et notre hypothèse globale, c'est que ce n'est pas les mêmes mécanismes aux deux endroits. Je sais que c'est peut-être loin du champ d'intérêt de la majorité d'entre vous, donc je ne vais pas aller dans les détails, mais vous avez sûrement déjà entendu parler du fait que la libération des neurotransmetteurs, ça se fait par un mécanisme qui s'appelle l'exocytose. Ça veut dire que les vésicules qui contiennent les neurotransmetteurs doivent libérer le contenu à l'extérieur de la cellule. Ça, c'est un mécanisme complexe au point de vue biochimique qui implique beaucoup de protéines. Il y en a certaines qui sont mentionnées ici. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a un complexe de plusieurs protéines qui permettent cette fusion des vésicules et la libération de leur contenu. Il y a aussi des déclencheurs, des protéines qui sont importantes pour déterminer le moment où le neurotransmetteur est déclenché. Ça, c'est le rôle des protéines qui s'appellent les synaptotagmines. Ce sont des senseurs de calcium. Parce que quand un transmetteur est libéré, c'est quand un neurone est actif. Quand les neurones sont actifs électriquement, il y a du calcium qui rentre. Et le calcium, lui, il rentre puis il sert à déclencher la sécrétion des neurotransmetteurs. Donc, on s'est intéressé depuis quelques années à étudier le rôle des différentes formes de synaptotagmine pour essayer d'expliquer comment ça pourrait expliquer comment la dopamine est libérée aux différents endroits dans les terminaisons et dans les dendrites. Et à travers différentes publications, on a commencé à montrer, notamment avec la dernière publication ici, que ce n'est pas les mêmes synaptotagmines qui sont présentes dans les dendrites que dans les terminaisons. Et je termine avec un exemple où on a commencé à étudier celle qui est la principale, qui est retrouvée dans les terminaisons, qui s'appelle la synaptotagmine 1. C'est la plus abondante dans notre cerveau. C'est là qu'on a eu une certaine surprise. Et je pense que ça va peut-être vous intéresser. C'est l'idée que, bon, ici, on élimine génétiquement, on a une approche génétique pour éliminer des neurones dopaminergiques de façon sélective, la synaptotagmine 1. Alors, c'est une protéine, la synaptotagmine 1, qui est retrouvée dans toutes les terminaisons des neurones à dopamine. Ici, vous avez un exemple d'une section d'un axone dopaminergique. Chaque petit point ici est un site de libération. Et essentiellement, chacun de ces petits points-là, ou presque, contient de la synaptotagmine 1 qu'on voit ici par un immunomarquage. Alors, on se doutait que c'est une protéine qui est probablement très importante pour déclencher la sécrétion de dopamine. Et donc, en éliminant génétiquement la synaptotagmine 1, ensuite, on a regardé dans le cerveau des animaux qu'on a générés
Et en noir, c'est les animaux qui sont KO, donc on a enlevé le gène de la synaptogmine 1 juste dans les neurones dopaminergiques. Et en vert, c'est les animaux qui sont normaux au point de vue génétique. Et là, on a fait une expérience où on a mesuré la sécrétion de dopamine dans le cerveau de ces animaux-là avec une technique qui s'appelle la voltammétrie. Et le résultat est assez probant. Si vous comparez ici le tracé en noir et le tracé en vert, ben, ça, en noir, c'est l'animal dans lequel on a fait la délétion génétique, et en vert, c'est l'animal normal. Donc, on a éliminé, comme vous pouvez le voir ici, à peu près 95 de la sécrétion de dopamine. Quand on stimule les axones dopaminergiques, la dopamine est libérée, mais si on n'a pas de synaptotagmine, 95 de la dopamine ne sera pas sécrétée. Alors ça, c'est une énorme baisse. On s'y attendait un peu parce qu'on savait que la synaptotagmine 1 est la plus abondante dans les neurones en général. Mais la surprise, ça a été ensuite quand on a étudié le comportement de ces animaux-là. Donc, vous avez vu tout à l'heure, quand on parle de dopamine, en général, ça ne va pas bien. On peut avoir des gros problèmes moteurs. Alors, qu'est-ce que ce serait votre prédiction si je teste une souris dans laquelle on a éliminé 95 de la sécrétion de dopamine? On devrait s'attendre à quelque chose peut-être qui ressemble à la maladie de Parkinson, ou en tout cas, la souris devrait avoir des problèmes. Puis, on commence à tester les souris avec différents tests. On les teste en chambre ouverte. Ça veut dire qu'on les met dans une enceinte rectangulaire, les se déplacent, on peut suivre leur mouvement avec une caméra et avec des senseurs infrarouges. On les met dans un appareil comme le Rotarod, tige qui tourne. On les teste avec une tige, un appareil qui s'appelle le pole test. Ça veut dire qu'on fait juste les mettre en haut d'une tige et on regarde combien de temps ça prend pour que la souris se retourne et descende de la tige. On mesure leur force de préhension avec un appareil qui s'appelle le Grip Strength Meter. Donc, c'est juste un appareil pour mesurer la force à laquelle ils peuvent se retenir sur une grille. Et dans chacun de ces tests-là, on voit que les animaux qui sont en KO, donc c'est la colonne la plus à droite, n'ont pas de problème. En vert, c'est les animaux témoins, donc normaux au point de vue génétique. Et donc, on ne voit aucun déficit. Et même, on voit ici dans le Rotarod, les animaux KO sont meilleurs que les animaux normaux. Donc ça a été une grosse surprise. En chambre ouverte, quand on mesure l'activité locomotrice générale des souris de façon spontanée, c'est normal. En réponse à de la cocaïne, où là, c'est une molécule, un psychostimulant, la cocaïne, qui augmente les niveaux extracellulaires de dopamine dans le cerveau parce que ça bloque le transporteur de la dopamine. Normalement, quand on prend de la cocaïne, on sent une sorte d'hyperactivation, surtout au niveau de la motivation, parce que ça augmente la dopamine dans notre cerveau. À des souris, ça fait un peu la même chose, ça va augmenter plein de choses, dont leur locomotion. Mais on voit que les animaux KO, donc qui n'ont pas de synaptotagmine 1, les animaux normaux répondent de la même façon. En réponse à l'amphétamine, qui est un autre psychostimulant, on voit que les animaux KO ont même une plus grande activation locomotrice que les animaux normaux. Donc ça a été une grande surprise. Pour nous, c'est comme si, ben là, on enlève 95 de la sécrétion de dopamine et ils n'ont pas de problème moteur. Ça veut-tu dire que la dopamine, ce n'est pas important? Tellement on se trompait depuis 50 ans, ça se peut. C'est ça la beauté de la recherche. Des fois, on fait des expériences simples, puis là, on doit revisiter des dogmes. Et c'est parmi les choses les plus stimulantes qu'on peut faire en recherche, justement, revisiter les dogmes, parce qu'à chaque fois qu'on fait une expérience, puis c'est toujours comme prévu, ça devient un peu lassant quand même. Vous avez une question? Oui, je me demandais, c'est 95% des sites qui libèrent la dopamine qui ont été éliminés ou c'est 94%? Non, ils sont encore là, les sites. C'est juste que quand un potentiel d'action arrive et que le calcium rentre, il n'y aura pas de sécrétion de dopamine. Parce que je me demandais s'il y avait une forme de compensation des 5% de sites qui restaient, qui auraient augmenté leur libération. Oui, c'est une bonne question, la compensation. Quand on fait des manipulations génétiques comme ça, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'il y a des adaptations? Puis on en a, dans le papier qu'on a publié là-dessus, on a étudié toutes sortes d'adaptations qui peuvent se produire dans le cerveau. Il y a des petits ajustements dans les récepteurs de la dopamine, mais rien qui peut expliquer ce qu'on voit au point de vue comportemental. Donc, ça nous a amené vraiment à se poser des questions maintenant. À quoi ça sert finalement la dopamine sécrétée comme ça activement par les neurones? Et on a fait une autre tâche plus complexe. Là, on s'est dit, peut-être que la dopamine, ce n'est pas si important pour la dopamine sécrétée comme ça, ce n'est pas si important pour la motricité de base, mais c'est peut-être plus important pour des choses, comme j'ai mentionné tout à l'heure, la motivation, l'apprentissage de différentes tâches. Pourtant, le Rotarod, c'est déjà une tâche d'apprentissage moteur, mais les souris n'avaient aucun problème avec ça. On a fait une tâche un petit peu plus complexe, une tâche opérante. Donc, pour des gens en psychologie, ça doit vous dire quelque chose, une tâche opérante, hein, donc un apprentissage où l'animal est récompensé quand il fait une tâche, quand il fait un mouvement. Ici, c'est des souris qu'on met dans une cage avec
des petites ouvertures dans lesquelles ils peuvent mettre leur museau. On appelle ça du nose poking. Donc, ça veut dire que quand ils mettent leur museau dans un petit trou ici, il y en a deux petits trous. Un des deux côtés va être actif et quand ils mettent le nez, il va y avoir de la nourriture qui va sortir par un réceptacle. Alors, il y a une petite lumière qui va s'allumer aussi en même temps. Donc, l'animal, avec le temps, apprend que quand elle met son nez dans le bon trou, il y a de la nourriture. Et dans l'autre trou, il n'y a rien qui se passe. C'est un petit apprentissage quand même assez simple, un apprentissage opérant. Alors, on met l'animal dans un appareil comme ça pendant 2 jours. On lui donne la nourriture automatiquement juste pour qu'il s'y habitue. Puis ensuite, on le met en condition où là, il va avoir un petit morceau de nourriture qui va descendre par le réceptacle pour chaque fois que le nez est mis dans le trou. Donc, on appelle ça fixed ratio, donc un ratio de 1 pour 1. Et le graphique qui est ici vous montre finalement le nombre de petites particules de nourriture, le nombre de fois que la souris a mis son nez dans le trou en fonction du temps. Donc, en gris, c'est les périodes, ça c'est en temps continu pendant 3 jours, et en gris, c'est durant la nuit, puis en blanc, c'est durant la phase de lumière. Donc, pour des souris, la phase active, c'est quand il n'y a pas de lumière, et on voit que dans toutes les phases en gris, les souris sont plus actives, puis là, mettent leur nez dans le museau, puis ils ont clairement bien appris la tâche. Au bout de 3 jours, vous voyez qu'ils ont très, très bien appris la tâche et ils obtiennent facilement de la nourriture en mettant leur nez dans le bon trou. Et ils font ça avec une bonne précision. On voit ici là, que le taux de succès arrive à 80-90% assez rapidement. Ça veut dire qu'ils ont bien compris la tâche. On a complexifié aussi la tâche en y allant en ratio progressif. Ça veut dire que là, la première fois, c'est juste qu'il faut mettre le nez 1 fois pour avoir la nourriture, mais ensuite, il faut en mettre 2 fois, il faut mettre le nez 3 fois et ainsi de suite. Ça nous permet de tester aussi leur motivation à travailler pour obtenir la nourriture. Et quand on fait ça, on voit qu'encore une fois, la performance des souris est assez comparable, les KO et les wild type, là, ceux qui ont des lésions génétiques. Et on voit que la précision est excellente. Donc, les souris n'ont pas de problème, même avec une tâche comme celle-là. Quand même, il y a un apprentissage qui implique la motivation. Toujours pas de problème. Alors, ça, c'est un paradoxe. On n'a pas encore vraiment la réponse à cette question, mais c'est un paradoxe parce que ce n'est pas le résultat qui était prévu. Et là, on essaie de publier ça. Le papier est sur bioRxiv présentement, un serveur de preprint qui n'est pas encore publié. Puis on essaie de convaincre les évaluateurs d'une revue de publier parce qu'ils ont... c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais il doit y avoir quelque chose qui ne va pas là-dedans, là, il doit y avoir quelque chose qu'on a oublié. » Mais je crois qu'il faut remettre en cause un peu ce qu'on sait de ce que fait la dopamine dans le cerveau. Là, je vous parle de la dopamine qui est sécrétée quand les neurones sont actifs et que le calcium rentre. Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est qu'il y a un autre mode de sécrétion de dopamine qui est la sécrétion spontanée. Ça veut dire qu'il y a des vésicules qui vont libérer leur contenu de façon spontanée, indépendamment du calcium. Et ça, on sait que ça existe dans tous les neurones, une forme de sécrétion d'exocytose spontanée. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé aussi au début de ma carrière dans les neurones dopaminergiques. Et je pense qu'on va y revenir parce qu'on a fait une expérience en collaboration avec un collègue que vous connaissez sûrement, Louis Beaumont, à Sacré-Cœur. On lui a envoyé certaines de nos souris, puis eux, ils faisaient de la microdialyse pour un projet sur des traumatismes crâniens, puis ils avaient de la technique au point pour faire la microdialyse. Donc, ils implantent une sonde dans le cerveau, élèvent du milieu extracellulaire. Puis l'objectif, c'était juste d'aller doser la dopamine extracellulaire dans le cerveau de ces animaux-là. Puisqu'ils sécrètent presque pas de dopamine lorsqu'ils sont actifs, ça aurait pu. En fait, l'hypothèse, c'était qu'il y aurait une grosse baisse de la dopamine extracellulaire. Mais vous pouvez voir dans les tableaux du bas ici que ni la dopamine, ni ses métabolites ne sont vraiment baissés dans le striatum de ces animaux-là. Les quantités de dopamine dans le tissu non plus totales ne sont pas changées. Donc, ça nous aide un petit peu à comprendre parce que ça nous dit que les niveaux extracellulaires de dopamine, qu'on va appeler la dopamine tonique de base, elle semble normale, même si on a bloqué 95% de la dopamine phasique, la dopamine qui est libérée lorsque les neurones sont actifs. Alors maintenant, on essaie de distinguer un peu le rôle respectif de ces deux formes de sécrétion de dopamine. Et je vais terminer avec ça. L'hypothèse, c'est qu'il y a un niveau tonique de dopamine qui est sécrété dans le cerveau. Et ça, c'est peut-être suffisant pour maintenir beaucoup de comportements moteurs simples, incluant peut-être même des tâches, des comportements opérants, qui sont quand même plus complexes. Alors que
la dopamine phasique, lorsque les neurones sont actifs électriquement, qui vont libérer une grande quantité de dopamine, peut-être que ça, c'est plus important pour certaines tâches plus complexes, des apprentissages associatifs qui impliquent donc la motivation. Peut-être que ça, c'est plus dépendant de la dopamine phasique et tout le reste qu'on a testé jusqu'à maintenant, peut-être que la dopamine basale tonique de base est suffisante. Ça, ce serait compatible avec l'idée qu'il y a de la recherche depuis de nombreuses années qui suggère que les neurones dopaminergiques sont actifs électriquement. Ça, c'est des expériences qui ont été faites par une équipe qui avait fait chez le singe où ils mesuraient l'activité électrique des neurones à dopamine, puis ils donnaient à des singes des récompenses de l'eau. En fait, l'animal était déshydraté, donc il y avait moins d'eau que ce que l'animal désirait, donc il y a soif. Et quand on donne de l'eau à un animal qui a soif, on voit une augmentation du taux de décharge des neurones dopaminergiques. Et là, ils ont testé les animaux dans un contexte d'un apprentissage associatif où il y avait un flash de lumière qui était associé, qui prédisait finalement que l'eau pouvait être obtenue. Donc, on fait ce conditionnement classique. Et après un certain moment, on voit que là, le taux de décharge des neurones dopaminergiques n'augmente plus au moment où l'eau est donnée, le reward, ici la flèche, il augmente au moment où le stimulus conditionné, le stimulus lumineux, est administré. Ça veut dire que finalement, les neurones dopaminergiques sont actifs quand il y a disons, une erreur de signal. On appelle ça le reward prediction error en anglais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'inattendu qui se produit. Donc, imaginez, on se promène dans la forêt, puis là, on voit un buisson avec des framboises l'été. Bien là, la prochaine fois, on va manger, puis la prochaine fois, quand on va arriver là, on va probablement s'en rappeler. Ah, il y avait des framboises l'année prochaine. On va chercher des ressources. On a un système qui est affûté pour ça. Les souris, les rats, les autres animaux, c'est un peu la même chose. Leur système semble être comme ça, allumé au moment où il y a quelque chose d'inattendu qui se produit. Mais lorsque c'est prévisible, lorsque là, ici, on a un signal, puis ensuite, on sait que la nourriture va être donnée quelques secondes plus tard, bien là, il n'y a plus de décharge des neurones dopaminergiques, parce que ça, c'est prévisible. Et quand le stimulus lumineux arrive, on ne sait jamais quand ça va arriver. Donc, ça, c'est un signal inattendu. Donc, ça cadrerait avec cette idée que la dopamine phasique est peut-être plus importante pour ce reward prediction error, nous aider à détecter quand il y a des choses importantes qui se produisent. Donc, on est en train de regarder ça présentement avec des tâches beaucoup plus complexes où on teste nos souris normales et nos souris dans lesquelles on n'a plus de synaptotagmine 1. Et peut-être que tout ça, ça nous aide aussi à mieux comprendre pourquoi la L-Dopa, ça fonctionne comme traitement de la maladie de Parkinson. Rappelez-vous, dans la maladie de Parkinson, quand les gens se présentent à la clinique, ils ont déjà perdu 70 de leur dopamine et quelques années plus tard, 80-90 et même plus, il en reste presque plus de dopamine. Mais chez des gens comme ça, pendant de nombreuses années, on fait juste donner un peu de L-Dopa, ça c'est un précurseur de synthèse de dopamine, et hop, ils ont un comportement qui est pratiquement normal. Éventuellement, en fin de maladie, ça ne marche plus très bien, mais très longtemps, on dirait que ça fonctionne probablement parce qu'il reste encore, après plusieurs années de maladie, des fibres axonales, des axones dopaminergiques diffus un petit peu partout. Même si on a perdu 80 des axones, il en reste un petit peu, et celles-là réussissent probablement à donner un niveau de dopamine tonique suffisant pour maintenir des comportements moteurs simples. Alors, ça se pourrait que ce soit un peu pour ça que la L-Dopa fonctionne. Alors, je termine là-dessus. Donc, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est des travaux de plusieurs personnes dans l'équipe qui sont représentées dans la photo ici. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur nos travaux, je vous invite à visiter le site web du labo où certaines de nos publications sont listées, puis vous pouvez peut-être en lire davantage. Voilà. Merci beaucoup pour la conférence. C'était très clair et très didactique. J'ai appris beaucoup parce que c'est loin de sujet, alors merci beaucoup. Mais j'ai peut-être juste une question, je me permets si ça ne dérange personne. Avant, c'est une question assez basique, mais c'est vraiment surprenant les résultats de la dernière étude là, où la souris fonctionne normalement. Ouais. Écoute, j'ai deux questions. La première, c'est ce serait quoi l'étape d'après? Quel type de tâches vous allez faire pour essayer de mieux comprendre ça? Donc, c'est quoi après le conditionnement opérant, c'est basique? C'est quoi l'autre d'après pour aller voir ou quelque chose d'encore plus motivationnel, quelque chose comme ça? Mon autre question, c'est en voyant ça, je m'étais dit, mais là, c'est quoi, comment on explique la maladie de Parkinson finalement? Mais est-ce qu'on sait, moi je n'y connais pas, là, je ne suis vraiment pas dans mon domaine, mais
est-ce que les gens qui ont une maladie de Parkinson, ils ont une sécrétion basale qui est affectée ou sont comme c'est sûr que ça a été testé, ça? Ça, c'est difficile à tester chez l'humain, hein. C'est ça l'avantage de travailler avec des animaux. On peut faire plein de choses qu'on peut faire chez l'humain en PET scan. En TEP, on peut visualiser structurellement l'étendue des récepteurs de dopamine ou des transporteurs de dopamine. Ça nous donne un indice du point de vue structurel, mais ça ne nous dit pas la quantité de dopamine sécrétée. Ça, c'est très difficile à faire. On peut le faire par soustraction en administrant, disons, de l'amphétamine à des gens, puis à ce moment-là, on induit une sécrétion de dopamine, puis on peut comme. Il y a des stratégies avec des ligands radioactifs, des récepteurs de la dopamine pour avoir une sorte d'idée des stocks de dopamine, mais ce n'est pas très précis. Donc, on ne peut pas vraiment répondre à la question chez l'humain. Mais ce qui arrive probablement chez l'humain, c'est qu'il y a une grande marge de sécurité dans le système dopaminergique. Comme je mentionnais, on peut en perdre beaucoup, puis on fonctionne encore assez bien. C'est juste quand on descend en dessous d'un certain niveau que là, il y a une perte de fonction. Alors, si on peut perdre 70 de nos connexions dopaminergiques, puis tout fonctionne bien, c'est juste quand on arrive à 75 80 que là, on a un problème. Il y a une grande marge de sécurité, finalement. Et ça complexifie aussi notre tâche dans les modèles animaux, puisque si on va avoir un modèle animal de la maladie dans lequel on a des symptômes moteurs, ça veut dire qu'il faut qu'on perde 75 et plus. Mais les souris, c'est 95. Là, ici, c'est ça. Là, ce qu'on fait, nous, on perd 95 de la sécrétion de dopamine, mais les terminaisons sont encore là. Si on donne des toxines, comme la 6-hydroxydopamine dont j'ai parlé tout à l'heure, on empoisonne les neurones dopaminergiques, là, on les tue. Là, on peut arriver à 95 de perte de dopamine, mais là, il va y avoir des énormes symptômes moteurs. Probablement parce que là, la sécrétion basale, elle, est aussi affectée. Alors que dans notre cas, elle n'est pas affectée. C'est vers ça que ça nous amène à réfléchir un petit peu à quoi sert vraiment la dopamine libérée de différentes façons. Et pour votre première question, c'est quel genre de tâches? Là, on est en train d'étudier plusieurs tâches d'apprentissage plus associatif. Des tests aussi de préférence au sucrose. Il y a toutes sortes d'autres tâches qui ont été montrées comme étant dépendantes de l'activité électrique des neurones dopaminergiques. On focus là-dessus. Si l'activité électrique des neurones de dopamine est associée au succès dans ces différentes tâches, la prédiction, c'est qu'il devrait être affecté dans notre modèle. OK. Vous allez faire ça? Oui, là, j'ai un étudiant qui commence sa maîtrise, là, qui fait ça présentement. OK. Donc, on fait un petit peu plus de comportement, puis ça nous amène justement à étudier plus des théories d'apprentissage et tout ça qui sont un petit peu loin de mon travail habituel, mais je reviens un peu plus en psycho. Là. Il y a d'autres questions? Question en arrière, je crois. J'ai vu une main. Oui, c'est la même question. Je ne comprenais pas pourquoi chez une souris avec 95 moins de dopamine, il était correct. Puis là, les humains ont 30. C'est juste ça, j'arrive pas à. Je pense que chez l'humain, si on arrivait comme ça à inactiver la sécrétion de dopamine, mais pas perdre les terminaisons, peut-être qu'on aurait la même chose. Mais on ne peut pas faire cette expérience-là chez l'humain. Dans les deux cas, je veux dire, chez les souris. Ben, tu vois, à la fin, j'ai montré qu'en microdialyse, là, quand on fait juste doser la dopamine extracellulaire basale, ça, c'est normal. Il y a beaucoup de variabilité dans les résultats, mais en moyenne, c'est normal. Ça suggère que ça a été maintenu dans ces souris. Donc, il y a probablement une petite quantité de dopamine qui est sécrétée malgré tout par les terminaisons, même si, quand ils sont actifs, ils ne libèrent rien essentiellement, mais il y a un petit fond, là, une petite base qui est spontanée qui doit survenir. Puis là, on aimerait mieux comprendre d'où ça vient, cette sécrétion spontanée. Parce que c'est peut-être pour ça que ça marche aussi. On peut juste implanter des cellules dans le cerveau d'un Parkinsonien. On peut injecter, maintenant, ça se fait de la transplantation cellulaire. Dans le codé, là, dans le putamen, dans l'endroit où il y a les terminaisons, on implante des cellules qui vont juste sécréter de la dopamine. Ça s'est fait déjà depuis les années 90 avec des cellules de fœtus. Puis... Vous donnez de la cocaïne, comme on a vu. Ouais, mais là, c'est ça, c'est parce que s'il n'y en a plus de neurones, la cocaïne ne peut plus agir sur rien, l'amphétamine ou les autres composés. Donc, il faut implanter des cellules. Mais on peut injecter des cellules qui vont juste libérer le transmetteur un peu comme une hormone, un peu comme une petite pompe qu'on injecterait. Ça, c'est suffisant. Donc, ça veut donc dire que la connectivité précise n'est pas si importante. C'est juste d'avoir un tonus de dopamine qui serait suffisant pour beaucoup de choses. Peut-être pas pour tout, là, les Parkinsoniens ont beaucoup d'autres problèmes. Ce n'est pas juste des problèmes de tremblement. Ils ont des problèmes d'apprentissage, ils ont des problèmes de leur humeur dépressive, ils ont plein de problèmes. Oui? C'est pas comment que les systèmes dopaminergiques projettent sur le canal. Ouais. Est-ce que vous avez
théorie ou une intuition qui relie justement l'attention et puis la dopamine, tu sais, la capacité justement à porter attention à l'initiation du mouvement et au mouvement qu'on est en train de faire. Tu sais, je rapporte ça à la vidéo du monsieur, justement, où on pousse là en vélo, puis il y a quelque chose d'automatique qui se déclenche là, Ouais. et il porte moins attention, il fait les choses vraiment automatiquement sur son vélo, puis du coup, tout va bien, mais dès que c'est un mouvement peut-être plus, qui demande plus de focus, peut-être que ou plus d'initiation, c'est peut-être plus là que ça pourrait être sûr. Est-ce que vous avez une... Ouais, c'est ça. Et, non, j'ai pas la réponse vraiment, mais effectivement, dans le cortex préfrontal, dans les régions prémotrices et tout ça, il y en a des axones dopaminergiques qui sont là et c'est très certain là, qu'ils ont un rôle à jouer pour réguler la plasticité synaptique des circuits moteurs. Donc, en absence de dopamine, c'est clair que ces circuits-là deviennent dysfonctionnels. Je ne sais pas exactement comment, mais il y a des gens qui travaillent là-dessus présentement, différentes équipes. Maintenant, on a beaucoup plus de façons de manipuler ces connexions-là qu'on avait avant, avec des outils comme l'optogénétique notamment. Il y a d'autres questions, commentaires? Mélanie? C'est vraiment très intéressant. Conférence, on voit qu'il y a une belle adaptation, j'imagine, dans tes conférences qu'on donne à des neuroscientifiques vraiment qui travaillent sur l'humanité. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ce n'est pas ma conférence habituelle. J'en ai une conférence que je donne plus souvent. C'est vraiment très intéressant. J'ai envie de poser une question qui sort un peu du domaine. Est-ce que les connaissances ont été acquises à l'aide de ces études que vous avez faites, notamment par rapport à ce qui est phasé ou tonique? Est-ce que ça peut nous donner des pistes de compréhension pour d'autres éléments associés à la dopamine? On peut penser aux dépendances. Moi, dans mon domaine, je peux penser à l'effet de la musique sur le cerveau, notamment sur l'humeur. Ouais. Est-ce que ça peut... L'attention, l'apprentissage en général là, aussi. Est-ce que ça pourrait être une piste à creuser pour ces autres domaines-là? Oui, c'est sûr, parce que pour l'instant, ce qu'on connaît du rôle de la dopamine dans toutes sortes de contextes d'apprentissage, notamment, et pour l'attention, c'est toujours dans le contexte où on donne des molécules qui bloquent les récepteurs ou des psychostimulants, qui vont faire beaucoup de choses, mais qui vont augmenter les niveaux de dopamine. Puis là, on ne peut plus distinguer vraiment qu'est-ce qui provient de phase catonique parce qu'on augmente à des niveaux supraphysiologiques. Donc là, on perd cette capacité-là. Maintenant, donc, je pense que quand on va arriver, là, on n'est pas encore tout à fait là, mais quand on va arriver avec la synatotagmine 1, on a une façon de bloquer le phasique. Mais pour l'instant, on n'a pas de façon de bloquer le tonique. Alors, si on est capable de bloquer le tonique, éventuellement, on a des idées sur quelles pourraient être certaines des protéines qui contrôlent ça. Bien là, peut-être qu'on va être capable de séparer le rôle du phasique et du tonique dans toutes sortes de comportements, de circonstances. Et là, on va certainement avoir des meilleures idées sur comment on pourrait booster ou augmenter ou diminuer le ratio de ces deux modes de signalisation. Ce serait peut-être mieux que, pour l'instant, en pharmacologie, quand on donne des psychostimulants, ben, on n'affecte probablement pas juste la dopamine, dans l'épinéphrine, c'est mélangé, puis ça change aussi partout dans le cerveau. Ça, c'est un autre problème là, ici. Les circuits dopaminergiques projettent à différents endroits. Ils n'ont clairement pas le même rôle aux différents endroits. Alors, si on veut régler un problème, disons comme la schizophrénie, puis on donne un bloqueur ou un récepteur des deux qui affecte dans tout le cerveau, on affecte le mouvement. Ben, c'est un bel exemple qui montre qu'avec la pharmacologie, ça va être difficile d'être meilleur dans le traitement, alors que peut-être des stratégies d'implantation d'électrodes pour aller substituer à la perte de dopamine vont être capables de rétablir l'équilibre de certains circuits. Bien que là, ça devient invasif, puis on n'a pas envie nécessairement d'implanter des électrodes dans le cerveau d'un jeune enfant qui a un problème de trouble d'attention. Hein. C'est compliqué. Les étudiants là, qui avaient une question, même si c'est une question que vous pensez qui est trop simple pour être posée, là, souvent c'est une bonne question. Oui. Mais je me demandais tout à l'heure, vous avez présenté des expériences
Je ne peux pas dire le nom, là, c'est une. C'est un autotagnine. Exactement. Pour la motivation, puis pour le côté mental aussi, puis pour la motivation, vous avez, j'ai remarqué que vous l'avez fait plusieurs jours. Ouais. Donc, pour le côté moteur, c'était vraiment quelques minutes. Je me demandais, est-ce qu'il y aura quand même été d'apprentissage? Pourquoi seulement quelques minutes dans ce cas-ci? Ben, c'était pas juste quelques minutes, je suis pas entré en détail, mais disons, la tâche du rot-à-rod, ça, c'est une tâche où on met la souris sur une tige qui tourne, puis on mesure finalement sa capacité à rester en place jusqu'à temps qu'elle tombe. Puis ça se fait sur plusieurs jours. Donc, il y a une première aperçu de l'appareil pour qu'il soit un animal soit habitué. Ensuite, il y a plusieurs séquences sur 3 jours consécutifs. Donc là, on peut voir vraiment l'apprentissage aussi dans ces tâches-là. Et ils n'ont pas de problème avec ce genre d'apprentissage moteur. En termes de temps qui reste sur la rotarode? Oui, le temps qui reste sur la rotarode sans tomber, ça s'améliore avec le temps. Puis il y a la même courbe d'amélioration dans les animaux des 2 types. Donc, ils n'ont pas de problème. Ce n'est pas comme si la dopamine était nécessaire pour tous les apprentissages moteurs. Puis, là, présentement, si vous lisez un livre là-dessus, un textbook de neurosciences, c'est ça qui est sous-entendu. La dopamine, c'est nécessaire pour les apprentissages moteurs. Il devrait donc avoir un gros problème ici avec les apprentissages moteurs, puis il n'y en a pas. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la dopamine, mais c'est quand on donne des antagonistes du récepteur D1 ou D2 de la dopamine, toutes ces tâches motrices-là sont affectées. Ça dépend quand même de la dopamine. Ça, peut-être que je n'ai pas mentionné, mais c'est un point aussi important. Ces tâches-là dépendent quand même de la dopamine. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas affectés dans notre souris qu'ils ne sont pas dépendants de la dopamine. C'est juste qu'ils ne sont pas dépendants de la dopamine phasique. La basale, ça peut être suffisant. C'est ça. C'est ça. D'autres questions? Oui, on avait les mêmes souris, puis en âge de souris, on est Ouais. C'était quoi les hypothèses? Oui, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est un défaut de beaucoup de recherches qu'on fait tous avec des souris ou des rats. On teste des animaux qui ont 2 mois, 3 mois. Finalement, c'est des jeunes adultes. On ne travaille pas avec des souris âgées. Puis, quand on travaille avec une maladie neurodégénérative qui apparaît avec le vieillissement, on peut penser qu'on devrait uniquement travailler avec des vieux animaux, que ce soit plus représentatif. Mais c'est difficile de faire ça parce que ça coûte très, très cher de garder un animal pendant 2 ans et des centaines de souris. Moi, je génère pour différents projets plus de 4000 souris par année. Alors, s'il fallait que je les garde 1 an ou 2 ans pour faire nos expériences, je ne pourrais pas les payer avec mes subventions actuelles. on travaille par défaut avec des souris plus jeunes, mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être voir dans ces souris-là des défauts moteurs apparaître plus tard. On ne les voit pas que des souris jeunes parce qu'ils ont encore une capacité de plasticité autre et de compensation. Il y a une question tout à l'heure sur les compensations. Ça se peut que les souris jeunes ont d'autres façons de s'adapter à cette perte de dopamine. Peut-être qu'une personne âgée aurait plus de difficultés. Une souris âgée, une personne. Merci énormément pour la conférence.